Vous écoutez Radio Panique. Chaîne Limètre. Salut, c'est Baud. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Simon Motaïrou, que je me trompe pas, j'espère que j'ai bien dit. Moutaïrou. Vous êtes le réalisateur de Ni chaîne, ni maître, que j'ai vu hier en avant-première à l'UGC Toison d'Or. Je vais vite un petit synopsis de votre film. Un drame historique qui se déroule en 1759 sur l'île Maurice, alors appelée Île-de-France. L'histoire suit Massamba et Mati, deux esclaves travaillant dans la plantation d'Eugène Larsonnet. Massamba rêve de voir sa fille affranchie, tandis que Mati souhaite échapper à l'enfer de la canne à sucre. Un soir, Mati s'enfuit, ce qui pousse Massamba à devenir un marron, un esclave, un fugitif qui rompt avec l'ordre colonial. Camille Cotin joue le rôle de Madame la Victoire, une célèbre chasseuse d'esclaves engagée pour traquer Mati. Vous mettez en lumière les thèmes de l'esclavage et de la quête de liberté, et c'est votre premier long métrage en tant que réalisateur. Alors merci de me recevoir. Merci à vous. Quelles ont été vos principales inspirations pour réaliser Ni chaîne, ni maître, et pourquoi avez-vous choisi de situer l'histoire sur l'île Maurice en 1759 ? Les principales inspirations qui ont été les miennes, c'est la littérature créole, la littérature antillaise, donc Aimé Césaire, Chamoiseau, Glissant, Maryse Condé, Frantz Fanon. Ce sont eux, quand j'étais adolescent, qui m'ont fait découvrir le marronnage. Donc l'histoire de ces hommes, de ces femmes qui ont brisé leur chaîne, qui se sont enfuis des plantations où ils étaient esclaves, qui ont eu cette résilience incroyable en fait, ce courage incroyable. Et quand j'ai découvert ce concept dans cette littérature, j'avais 16-17 ans, et ça m'a donné beaucoup de fierté. Moi je suis franco-béninois, et cette idée de ces hommes et de ces femmes qui redressent la tête, qui disent non, ça m'a construit. Et je pense que maintenant que je refais le puzzle en arrière, je pense que le film date inconsciemment de cette époque. Alors, pouvez-vous un peu me parler des défis que vous avez rencontrés lors du tournage, notamment en ce qui concerne la reconstitution historique et les scènes de plantation ? Vrai défi, parce que je voulais respecter les spectateurs, je voulais vraiment montrer une image de cette époque qui soit très fidèle. Je me suis entouré de toutes sortes d'historiens, anthropologues, linguistes, un griot à Dakar, puisqu'il y a une part de cette histoire qui est orale. Donc je voulais vraiment être très précis, très juste. Ça fait 35 ans qu'il n'y a pas eu de film en France sur ce sujet, et c'est des films qui n'ont pas eu la chance d'être beaucoup distribués. Ouais. Donc je voulais prendre le spectateur par la main et l'emmener dans un monde très très réel. Comment justement vous avez abordé les thèmes de l'esclavage et de la quête de liberté dans le film, et quel message espérez-vous transmettre au public ? Je pense qu'on est désunis en ce moment. Je parle de la France, je pense que c'est quelque chose qui traverse tous les pays d'Europe et tous les pays du monde. Je pense qu'on est dans une division qui s'accentue, et que c'est extrêmement dommage, parce que ça a notamment lieu parce qu'on ne connaît pas assez notre histoire. C'est-à-dire qu'il faut connaître notre histoire, nos histoires communes. Il faut être en empathie avec les histoires communes de chacun. Je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on fait nation. Il n'y a que comme ça qu'on peut réparer, réconcilier. Moi, si j'ai fait ce film, c'est évidemment pour réparer les blessures, pas du tout pour les raviver. Si j'ai fait ce film, c'est pour que nous, notamment la jeune génération, connaisse l'origine de ce mot, français, française, sur notre carte d'identité. Ouais. C'est un mot au présent, mais c'est un mot au passé. Et je pense que c'est important de connaître les pages glorieuses de notre histoire comme les pages un peu plus sombres. Et je pense que souvent les pages glorieuses sont les pages sombres. Donc mon envie, c'était de m'emparer d'un mythe fondateur de l'histoire de France. Je pense que le cinéma français ne s'empare pas assez de ces mythes fondateurs. Je pense que c'est puissant, un mythe fondateur. C'est épique. Ça t'écarquille les yeux. Ça te fait réfléchir en même temps. C'est ça le cinéma. C'est pour ça que moi, je suis devenu cinéphile. Quand j'étais en salle, je voyais des mythes et je rêvais. Et en même temps, quand je sortais de la salle de cinéma, j'étais un peu changé. J'avais ma conscience qui était un peu éveillée. Donc, c'est ce que j'ai voulu donner à mon tour avec ce film. Alors,
Camille Cotin joue le rôle de Madame la Victoire. Je vous avoue, je l'ai détesté. Enfin voilà, elle a très bien fait, voilà. C'est normal, c'est Je vais normal. rester neutre, je vais rester neutre. Neutralité journalistique, voilà. évidemment. Une chasseuse d'esclaves. Comment s'est-elle préparée pour ce rôle complexe et quelles ont été ses principales contributions au film? Comment elle s'est préparée? Je pense que Camille, c'est une vraie humaniste. Hein. Une dame très sensible, très humaine. Donc franchement, lui faire jouer quelqu'un d'aussi ambigu, d'aussi vénéneux, il y avait un grand écart qui forcément pour moi est intéressant comme réalisateur, mais qui pour elle est compliqué. Ouais. Parce que c'est à l'opposé de ce qu'elle est. Donc, il y a eu une phase d'observation. Déjà, elle m'a observé moi les premiers rendez-vous, elle voulait voir un peu ce que j'allais faire d'elle. Et puis après, de son rôle. Et à un moment donné, elle s'est dit, si je veux témoigner de la banalité du mal, si je veux témoigner de ces gens et de ces hommes, de ces femmes qui se pensaient dans leur bon droit, hein. Tout le système de l'époque leur donnait raison. Si je veux témoigner de ça, alors il faut que j'y aille à fond. Il faut que je ne juge pas mon personnage, il faut que j'y aille à fond, que je traite l'humanité de cette femme, même quand elle commet des actes monstrueux. Ce n'est pas un monstre qui les commet, c'est une femme. Et si on veut dénoncer, il ne faut pas oublier que c'est une femme. Le jour où on dit c'est un monstre, il n'y a plus d'analyse possible. Et s'il n'y a pas d'analyse possible, on rend possible le fait que dans le futur, ça revienne. Donc pour Camille, c'était ça. Et pour Benoît, c'est un peu différent. Vous m'avez bien posé la question sur Benoît également. Oui, Pour Benoît, c'est un peu différent. Benoît, il adore plonger là-dedans, dans l'ambiguïté, dans les ténèbres. Son goût, c'est ça. Son goût, c'est vraiment d'aller chercher les aspects les plus craspec de la nature humaine. C'est ce qu'il aime faire. Donc lui, c'était... Je pense que ce qu'il aimait, c'était de rendre tous les aspects du personnage, disons, plus doux et plus paternel quand c'était le cas, et plus toxique et plus violent quand c'était le cas. Voilà, d'être dans les contradictions et dans les extrêmes. Donc deux approches différentes. Quels aspects de la culture et de l'histoire de l'île Maurice avez-vous voulu mettre en avant dans le film Ni chaîne ni maître, et comment cela a-t-il influencé le développement des personnages de l'intrigue? Je suis à l'île Maurice en 2009. Je me balade au sud-ouest de l'île et là je découvre la partie créole de l'île Maurice. Donc ce sont des villages Chamarel, Rivière-Noire, Le Morne, où vivent les créoles, donc mauriciens, qui sont noirs, qui sont métis, qui sont francophones et qui sont descendants d'esclaves. Déjà ça je l'ignorais. J'arrive à Port-Louis, la capitale, et il y a un quartier de la ville qui s'appelle Camp Yolof. Tellement il y avait de Wolof à l'époque. Ces histoires, elles sont très peu sues. Même mes acteurs sénégalais, et notamment Ibrahima, qui est féru d'histoire, ne savaient pas ça. C'est une histoire qui est très peu sue. Y compris des Mauriciens eux-mêmes. Donc, je me dis, c'est incroyable. J'arrive dans le village du Morne, qui est cette immense montagne face à la mer, face au l'océan Indien. Et j'ai une histoire qui m'est racontée et qui parle de cette montagne, qui parle de comment elle a été un oasis dans l'horreur de l'esclavage pour des dizaines d'hommes et de femmes qui, au sommet de cette montagne, ont retrouvé une forme de dignité, de fierté, d'amour. Et ouais, évidemment, je veux rendre hommage à cette île, à cette partie de l'île, à cette montagne, à ces hommes et à ces femmes dont l'histoire est très peu connue et qui pourtant sont des héros et des héroïnes de l'histoire de France. Et le cinéma, il est là aussi pour faire des statues. Donc mon film, c'était une manière d'ériger une statue pour ces hommes et ces femmes. Comment justement avez-vous choisi les acteurs pour les rôles principaux et qu'est-ce qui vous a convaincu qu'ils étaient parfaits pour ces personnages? J'ai eu un plaisir extrême pour le casting, c'est que je pense que le casting s'est fait entre Dakar et Paris, mais c'était un casting très rapide. Pour Ibrahima, un homme fier, digne, très bon acteur techniquement, et en même temps plein d'instants. Très vite, la route du casting m'a mené à lui et j'ai tout de suite su que c'était Massamba. Pour Mathie, 500 filles ont passé le casting. Sur les 500, 30 ont fait une vidéo pour se présenter et pour jouer une scène. Le monologue de l'oiseau, pour toi qui as vu le film, pour vous qui avez vu le film. Et sur les 30, il y a du niveau. On en garde 11, le niveau est très très haut. Et donc là, je me retrouve à Dakar avec ma directrice de casting. Et sur les 11, des belles propositions, des Mathis possibles. Et d'un seul coup, l'incendie, l'évidence, la puissance. Anna Diakher Thiandoum qui donc joue Mathis dans le film. Et je sais qu'un jour on dira... vous vous rendez compte que son premier film, c'était Ni chaîne ni maître. Et je sais qu'elle va faire une carrière extraordinaire.
Alors, est-ce que vous pouvez me partager une anecdote ou un moment mémorable du tournage? Il y en a eu beaucoup, pour être sincère avec vous. Je dirais le moment où Mathie doit jouer une scène de transe dans sa case avec son père, et où je sens, et je resterai pudique là-dessus, mais je sens qu'elle entre vraiment en transe. On l'a tous senti. C'est vraiment le moment où un acteur a un niveau d'abandon, de lâcher prise, de vérité. C'est vrai que ce moment-là, je sais qu'il restera gravé en moi pour toujours. Et ça dépasse le cinéma. C'est l'art à son plus haut niveau. Et il n'y a eu qu'une seule prise, du coup. Et c'était la bonne, évidemment, parce que c'était extrêmement puissant. Et je sais que tout le monde a été très marqué par ce moment. Et comment avez-vous collaboré avec l'équipe technique pour recréer l'ambiance et l'époque du film? On s'est vraiment mis dans les pas des historiens qui nous ont aidés. Donc vraiment, décoration, costume, tous les aspects qui nous ont permis de recréer cette histoire, on était backés par des historiens. Et on voulait que tout fonctionne. Par exemple, il y a un broyeur de canne dans le film, si vous vous rappelez. Et en fait, le broyeur de canne marche. C'est-à-dire qu'avec ce broyeur de canne, on peut vraiment produire du sucre. Vous voyez, on voulait vraiment que tout soit vrai et voilà, fonctionne quoi. Comme si on avait une caméra de 2024 et qu'on la mettait dans une plantation de 1759 quoi. C'était ça le défi. Et franchement, j'ai été entouré des meilleurs. J'ai été entouré de génies et je leur dois beaucoup. Donc je les remercie. C'était l'avant-première hier. Et justement, alors quels ont été les retours des premiers spectateurs? Comment vous les avez reçus? Je suis ému en vous le disant, au sens où il y a des retours et une émotion qui est incroyable. Je ne savais pas que le film toucherait autant. Je savais que le sujet était rare, mais du coup c'est vrai que ça décuple la manière dont les gens sont bouleversés. Et je vous avoue que c'est une fierté pour moi d'avoir pu défendre ce sujet, de sentir que les gens sont émus. C'est incroyable, c'est un sentiment incroyable. Et enfin, la dernière question. Quels sont vos projets futurs après Ni chaîne ni maître? Avez-vous d'autres histoires que vous souhaitez... Est-ce qu'il y a d'autres histoires que vous souhaitez raconter? J'ai monté ma boîte de production. Donc vraiment, le prochain projet, c'est déjà de produire d'autres que moi, de révéler des talents en France, en Europe, en Afrique francophone, dans la Caraïbe. Il y a tant d'histoires qu'on n'a pas racontées. Il y a tant de moments de nos histoires que le cinéma se doit de raconter. Le cinéma, il est puissant quand il est politique. Le cinéma, il est puissant quand il est épique. Et voilà, là, je suis en Belgique. Évidemment, le Congo, je trouve que ça mériterait des films, quoi. Parce que pour que tout le monde soit ensemble devant une histoire et pour qu'on en parle, pour qu'on répare, pour qu'on soulève les tapis, quoi. Et c'est beau, ça, hein. Faut pas en avoir peur. Je pense que si on est fort collectivement, on a le courage d'affronter collectivement ces choses-là. Et donc voilà, ouais, la production, c'est ma prochaine aventure. En tout cas, merci de m'avoir consacré ces 10 minutes merci à vous. D'interview. Ni chaîne ni maître, c'est disponible, ce sera disponible à l'UGC Toison d'Or. Moi, je n'ai qu'une seule chose à vous dire. Allez voir le film, vous prendrez une belle claque. Ah, je suis pas neutre. Merci beaucoup, et, Simon Monteiro. Je vous entends tous très nombreux. Merci. À sa première fuite, le marron sera marqué de la fleur de lys. S'il récidive, il se fera couper les oreilles et les jarrets. Si c'est rond, il aura la troisième règle. ñetteelu daw bi daan bi moo di lay rey. C'est la première fois que ta fille s'enfuit. Tu sais où elle va? Reste ici! I'm gamin. I'm gamin, my God. Je cherche ma fille. Aucun être sur cette terre ne mérite de
man nëpp ci sama loxo. Umaye! C'est notre île, pas la vôtre. Vous écoutez Radio Panique.